une séance intitulée Déclinaison concrète de l'externalisation, dans laquelle nous aurons deux interventions avant de faire une pause. La première intervention par Ségolène Barbou-Desplaces, professeure à l'école de droit de la Sorbonne, est intitulée Dublin, une forme d'externalisation intra-européenne. Vous aurez une demi-heure comme pour l'ensemble des intervenants. On enchaînera sur la seconde intervention de Claudia Charles, du Gistier de Migre Europe, l'accord Union européenne-Turquie, un modèle, et par la suite, nous prendrons un temps de réponse avant la pause. Donc, Ségolène, je vous donne la parole, et le micro, en l'occurrence, puisqu'apparemment... Merci beaucoup. Et merci de cette invitation. Alors, je ne sais pas si c'est Claire qui a choisi mon sujet, mais... La pauvre Claire, elle est... Mais donc... Oui, vous n'aimez pas... Il a été relayé par Daniel. En tout cas, on m'a demandé de parler de Dublin avec cette formule qui, je pense, était volontairement provocatrice, en tout cas qui invite à la réflexion, l'idée que le dispositif Dublin est un dispositif d'externalisation intra-européenne. Évidemment, la première chose que je me suis dit, d'abord, comme juriste minutieuse et inquiète, je me suis dit, il faudrait peut-être... J'ai proposé de mettre un point d'interrogation, vous avez vu qu'il n'apparaît pas dans le programme, mais c'est pas ça le fond du problème. Évidemment, ça apparaît comme un oxymore. Depuis ce matin, on parle d'externalisation... Ah, plus fort, pardon. C'est mieux. Depuis ce matin, on parle d'externalisation comme l'ensemble des processus, des dispositifs par lesquels l'Union européenne essaye de renvoyer la responsabilité, de transférer la responsabilité du traitement de l'asile vers des États tiers. Si c'est ça l'externalisation, évidemment, l'externalisation intra-européenne, ça colle pas. Bon, je ne vais pas jouer sur le mot, j'ai très bien compris ce qu'on m'a demandé d'essayer de chercher. C'est d'essayer de vérifier, la vérification va être facile, et d'expliquer pourquoi, comment le mécanisme Dublin, le règlement Dublin, l'interprétation qui en a été faite par les États, par l'Union, par la jurisprudence, comment est-ce que ce dispositif crée des effets centrifuges, c'est-à-dire pourquoi et comment ce mécanisme permet, pour le dire très rapidement, aux États centraux de l'Union européenne de se délester d'une partie de la responsabilité du traitement de l'asile sur les États périphériques. Je crois qu'on va pouvoir aller très vite sur le constat, il n'est à mon avis pas discutable. Nous savons très bien, il n'y a qu'à regarder la situation de surcharge de l'Italie, de la Grèce, que ce sont les États du Sud qui ont, ces dernières années, et ce n'est pas si récent que ça, accueilli le plus grand nombre de demandeurs d'asile. Donc le constat de ces effets centrifuges n'est pas discutable, mais ce qui est frappant en revanche, c'est qu'il y a un écart problématique quand on essaye de comprendre quel est ce mécanisme entre cette réalité, cette surcharge, ces effets centrifuges, et l'objectif annoncé du dispositif Dublin. Si on revient à l'origine, c'est-à-dire au texte, l'ancêtre de l'actuel règlement Dublin III, c'est-à-dire la Convention de 1990, qui portait déjà le même nom, cette Convention, sur la détermination de l'État responsable du traitement d'une demande d'asile déposée dans l'Union européenne. Quand on regarde les objectifs, ils étaient au fond relativement simples. Il s'agissait, d'éviter le phénomène que l'on a ensuite appelé le phénomène du shopping de l'asile, c'est-à-dire cette hypothèse où les demandeurs d'asile demandent à plusieurs États, déposent dans plusieurs États une demande d'asile, et de lutter contre le phénomène que l'on a également appelé des réfugiés sur orbite, c'est-à-dire cette hypothèse où aucun État membre ne se reconnaîtrait compétent pour traiter une demande d'asile en admettant qu'il y a toujours eu un autre État membre qui peut être considéré comme un État tiers sûr. Donc l'objectif de départ, ça n'est pas de se délester, en tout cas l'objectif affiché, ça n'est pas de se délester sur les autres, c'est d'assurer que l'on trouve une réponse opérationnelle à ces situations. Alors la question évidemment qu'on doit se poser, c'est comment se fait-il donc que ce mécanisme, dont l'objet n'était pas l'externalisation, et je crois que j'aurais pu reprendre aussi, mais je vais manquer de temps pour le faire, mais on pourrait reprendre dans le détail les préambules du règlement Dublin II, du règlement Dublin III, on voit bien qu'il n'y a pas d'objet externalisant. Pourtant, la réalité et la pratique, ce sont ces effets centrifuges, c'est-à-dire cette réalité externalisante, et je ne cherche pas à jouer sur les mots ici. Comment est-ce possible cet écart? Alors, les juristes savent qu'il y a un écart entre le texte et la pratique,
Mais à mon avis, l'explication est trop faible. On ne peut pas se contenter de dire il y a un texte et puis la pratique a été un peu différente et on a interprété le texte de manière à ce qu'il permette ou autorise des effets externalisants. Non, je crois qu'il faut être plus radical encore dans l'observation et la critique. En réalité, c'est bien le texte lui-même qui contient les germes de l'externalisation. Et c'est ce que je voudrais essayer de montrer, au fond, c'est que il y a quelque chose, et je voudrais essayer de décortiquer un peu le texte pour essayer de le montrer, il y a quelque chose dans le dispositif, mais aussi quelque chose dans son évolution et son interprétation jurisprudentielle, qui d'une certaine manière le condamne à être un dispositif externalisant. Et je vois deux raisons principales à cela. La première raison, il y a une fac de droit, donc je n'ai pas pu faire autrement que deux parties. La première raison, bien sûr, c'est que, enfin bien sûr non, c'est ce que je voudrais essayer de montrer, c'est que l'effet externalisant, c'est peut-être un peu plus contre-intuitif, vient de ce que le mécanisme Dublin, c'est un mécanisme, je vais m'en expliquer, formel d'attribution de la responsabilité. Et je voudrais expliquer pourquoi, en quoi ce caractère formel va générer des effets externalisants. Et puis la deuxième raison, c'est que Dublin est devenu un système, j'en reparlerai. On dit très souvent, Dublin d'ailleurs, même dans la communication, c'est Dublin, c'est pas le règlement Dublin, c'est Dublin, c'est devenu un système à part entière. Eh bien cette logique de système, à mon avis, génère aussi des effets externalisants, au minimum j'essaierai de le montrer, en ce que, tel qu'interprété, tel qu'il fonctionne, le système Dublin cristallise les effets externalisants et les amplifie. Donc voilà les deux choses que je voudrais essayer de montrer dans les délais qui me seront impartis par notre président, mais je sais qu'il sera vigilant. Alors la première idée, c'est donc que ce règlement, ce dispositif Dublin, le règlement Dublin, met en place un mécanisme formel d'attribution de la responsabilité. Je pars du principe que le mécanisme Dublin est relativement connu ici. Alors, on le sait, l'idée du mécanisme Dublin, c'est de pouvoir répondre à une question simple. Si on prend un trajet migratoire tout à fait courant, un ressortissant d'État tiers venant, je ne sais, d'Irak, d'Iran ou autre, qui va, après différents périples, se retrouver en Turquie, et puis passer en Grèce, et puis de là passer par, ça vient de changer de nom, l'ancienne République, on a changé son nom, on dit la Macédoine maintenant, hein, je crois que c'est autorisé de dire la Macédoine. Macédoine du Nord. Bah, la Macédoine du Nord, donc passer par la Macédoine du Nord, et puis ensuite la Serbie, la Hongrie, l'Autriche. Bon. La question évidemment à laquelle cherche à répondre Dublin, c'est quel est l'État responsable ? Est-ce que c'est l'État d'entrée dans l'Union européenne, celui de la frontière extérieure, c'est-à-dire évidemment ici la Grèce ? Est-ce que ça va être l'État dans lequel l'Autriche, par exemple, cet individu aura déposé la demande d'asile ? Est-ce que c'est un état de transit pour telle ou telle raison ? Par exemple, parce qu'il y aurait des membres de la famille. On le sait, l'intérêt et l'objet même du dispositif Dublin, c'était de pouvoir dire à coup sûr quel est l'État, il en faut un seul, mais il en faut au moins un, quel est l'État qui va être déclaré responsable de la demande d'asile. Donc c'est ça qui est fait par le système Dublin. Et donc, pourquoi est-ce que je dis que c'est un mécanisme formel et que le caractère formel de ce dispositif pose problème ? Formel parce qu'on le sait, pour déterminer à coup sûr la responsabilité de tel ou tel État pour traiter la demande d'asile, il a fallu énoncer une série de critères. Ces critères, dans l'ordre, ils ont changé un peu dans le temps, mais dans la version actuelle du règlement de 2013, donc du règlement 2003, ces critères, c'est le critère qui concerne les mineurs. On a un régime particulier protecteur du mineur. Au fond, je simplifie un peu en raccourcissant, excusez-moi de cela. L'idée, c'est quand même d'essayer de rapprocher le mineur d'un membre de la famille ou d'un proche. Le critère 2, c'est le critère familial. Donc on va déclarer compétent l'État dans lequel le demandeur d'asile a soit un membre de la famille qui est déjà réfugié, soit un membre de la famille qui est demandeur d'asile. Le critère 3, c'est le critère de délivrance du titre de séjour ou du visa. Autrement dit, c'est l'État qui aura accordé un titre de séjour ou accordé un visa à un demandeur d'asile qui va être déclaré responsable. Le quatrième, et seulement le quatrième, j'y reviendrai, c'est le critère du franchissement irrégulier de la frontière. Et le dernier, c'est le critère de l'entrée sans exemption de visa. Un État autorisera un demandeur d'asile à entrer sans visa, il sera à ce moment-là déclaré responsable. Pourquoi est-ce que je parle d'un mécanisme formel ? Je crois qu'on l'a d'ailleurs vu dans la question qui a été posée ce matin. Ces critères sont tout à fait théoriques, tout à fait abstraits, a priori tout à fait acceptables. Un critère de franchissement de la frontière, un critère de lien familial, ce sont des critères qui semblent tout à fait raisonnables.
Mais en réalité, ils ne peuvent pas l'être parce qu'ils traduisent, et c'est de là que vient depuis le début, ça a été parfaitement documenté depuis une vingtaine d'années, ils ne peuvent pas fonctionner correctement ou de façon équitable parce qu'ils sont des critères qui sont placés dans cet ordre dans lequel je les ai cités. L'ordre doit être respecté, il y a une hiérarchie des critères, et ce sont des critères qui sont tout à fait aveugles à la réalité. Il n'y a pas de prise en compte, comme dans la question de tout à l'heure, de l'idée de vulnérabilité. On ne s'intéresse pas à la réalité sociale, humaine, personnelle des demandeurs d'asile. Ce sont des critères formels, théoriques. Et ils traduisent une myopie qui crée les effets externalisants. Pourquoi ? Il y a d'abord une myopie à l'égard de la sociologie. Le premier critère, enfin le deuxième critère, je l'ai dit, c'est le critère de la famille. Oui, mais comment est définie la famille dans le régime Dublin ? Elle est définie de manière extrêmement restrictive. Et si on compare avec la définition de la famille dans le droit de l'Union européenne qui vise à la libre circulation des personnes, il n'y a aucune comparaison. Donc ici, au fond, c'est simplement la famille nucléaire. Alors il est vrai que dans l'actuelle proposition de réforme de la Commission, on a envisagé un certain élargissement de la définition de la famille. On envisage de prendre en considération la famille qui n'est pas seulement constituée dans l'état de départ, mais aussi pendant le transit, dans les camps par exemple, dont parlait Laurence. Mais je gage qu'évidemment la proposition n'ira pas à son terme et que je suis à peu près certaine que la réforme ne sera pas adoptée sur ce plan. Donc ce critère de la famille, en réalité, il est tout à fait restrictif. Et ensuite, le critère familial, en pratique, il est neutralisé parce qu'il y a de très grandes divergences entre les États quant au mode de preuve de la réalité familiale. Il ne suffit évidemment pas qu'un demandeur d'asile dise « je suis le mari, la femme, l'enfant », le père ou la mère de telle personne. Il y a des modes de preuve qui sont exigés, et si Dublin essaye d'harmoniser le mode de preuve en créant un système d'indices et de preuves, en réalité, ce n'est pas très contraignant, et on sait très bien que les États sont très exigeants quant au mode de preuve de la réalité familiale. Donc en réalité, la réalité, c'est que le critère familial, il est pour l'essentiel inopérant. Et donc il reste quoi ? Bien, il reste les critères qui suivent. Les critères qui suivent, c'est soit les critères qui visent à responsabiliser les États qui auraient mal surveillé la frontière externe. Et puis il reste, si on n'arrive pas, si les États ont été prudents et n'ont attribué ni visa ni titre de séjour, il restera ce fameux critère que l'on appelle parfois un peu rapidement le critère de la première entrée, qui est ce critère du franchissement de la frontière irrégulière. Et là, ce critère, il traduit une autre myopie, qui est la myopie à l'égard de la géographie. Et c'était intéressant de voir, en 2017, il y a eu un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, une affaire Jafari, et l'avocat général, Madame Sharpston, avait rendu des conclusions qui sont vraiment intéressantes. Et elle dit, il y a un problème, c'est que, je la cite, le mécanisme Dublin est conçu pour des demandeurs d'asile qui arrivent en avion. S'ils arrivaient en avion, alors le système serait juste, et il y aurait une répartition équilibrée. Mais en réalité, évidemment, ils n'arrivent pas par avion. Ils arrivent principalement, pour les raisons de politique migratoire que l'on connaît très bien, ils arrivent par terre ou par mer. Et donc, nécessairement, on sait par où ils vont rentrer. Par les États qui ont une frontière maritime ou terrestre extérieure, et pas tous. Ils n'arrivent pas sur la côte atlantique, ils n'arrivent pas à La Rochelle, pour les raisons que vous imaginez. Ils arrivent nécessairement par ces États du Sud ou par les États de l'Est de l'Europe. Donc cette myopie à l'égard de la géographie, elle va générer, dès lors qu'en réalité ce critère sera un critère qui sera en pratique principalement utilisé, un effet externalisant qui va être très important. Donc la pratique de Dublin, on le sait, et ça a été critiqué, ça fait 20 ans que les ONG dénoncent ça, c'est un aveuglement, c'est une myopie, ça repose sur une série de fictions, et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et si on veut se souvenir, au fond, si on veut simplement rajouter un élément au débat sur cette myopie à l'égard de la réalité géographique, on peut d'ailleurs se demander si myopie c'est le bon terme, il n'y a qu'à relire l'article 43 du règlement Dublin. La France, elle, peut-être le négociateur français avait peut-être une carte sous les yeux quand il a demandé l'inscription de l'article 43 sur le champ d'application territorial. C'est simple. En ce qui concerne la République française, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent qu'à son territoire européen. On aura compris combien la géographie, évidemment, joue un rôle déterminant. Donc, l'aspect, c'était ma première idée, l'aspect formel des critères qui sont conçus sans tentative de prendre en compte la réalité sociale, la réalité géographique, la réalité humaine, tout simplement de la volonté du demandeur d'asile. Vous avez compris dans les critères qu'à aucun moment il n'est fait état de la possibilité d'un demandeur d'asile de choisir où il va demander l'asile. Ça fait à chaque réforme du règlement Dublin,
Beaucoup militent pour qu'on envisage une réforme des critères, que la volonté du demandeur d'asile soit prise en compte. La Commission, dans le dernier texte, dit « Oui, d'accord, j'ai considéré cette solution, mais elle n'est pas raisonnable parce que ça nécessiterait que l'on fasse un examen tout à fait individuel de chaque situation, et ça n'est pas opérationnel. » Donc, au fond, jamais on ne prend en compte cette réalité sociale, personnelle, humaine ou géographique, et la conséquence, ce sont ces effets centrifuges. Le deuxième aspect du caractère formel du régime Dublin que je veux mettre en évidence, qui me semble aussi tout à fait important pour expliquer ces effets centrifuges, c'est l'idée que le mécanisme Dublin, je voudrais m'expliquer des termes que j'emploie, c'est un mécanisme d'attribution de la responsabilité et pas de la répartition de la responsabilité. Pour le dire autrement, c'est un mécanisme de désignation de l'État compétent, mais ce n'est pas un mécanisme de partage de la charge. Et c'est très clair, et je voudrais revenir aux termes qui me semblent significatifs. Quand vous reprenez là encore les préambules des différentes versions successives du droit Dublin, mais aussi les conclusions de l'avocat général, ou encore d'avocats généraux, ou encore la jurisprudence de la Cour, on voit des termes qui me semblent révéler la nature juridique de cet instrument. On nous dit quoi? On nous dit que c'est un mécanisme organisationnel. C'est une méthode de détermination, c'est une méthode claire et opérationnelle de détermination de l'État compétent. On nous dit aussi, on le retrouve souvent dans les conclusions d'avocats généraux, que c'est un mécanisme de rationalisation. Donc, il ne s'agit à aucun moment d'organiser la détermination de la responsabilité sur la base de principes de justice. Pas un instant on s'interroge là-dessus, pas un instant on a envisagé qu'il pourrait y avoir un intérêt à distribuer de façon équitable la charge. Ou en tout cas, on l'a affirmé très rapidement. Donc cette logique attributrice et pas répartitrice, évidemment, elle exclut toute logique de solidarité. Si vous regardez le texte lui-même, si vous regardez le règlement Dublin, certes, vous allez trouver un article 33, tout à la fin, qui prévoit un mécanisme d'alerte en cas de crise. On va voir d'ailleurs qu'il sert principalement à mettre sous tutelle l'État qui serait tellement surchargé que son système d'asile va être dysfonctionnel. Eh bien, en réalité, quelle est la réelle fonction de cet article 33 ? Enfin, on nous dit, que la vocation de cette disposition, de ce mécanisme de crise, c'est que le Conseil et le Parlement discutent des orientations sur les mesures de solidarité qu'ils jugent appropriées. Vous imaginez la possibilité qu'en pratique, on déclenche réellement et qu'on utilise vraiment des mécanismes de solidarité sur ce fondement. Certes, me direz-vous, tout l'enjeu de l'actuelle proposition de réforme du règlement Dublin soutenue par la Commission, dans sa proposition de 2016, c'est d'essayer de mettre en place un mécanisme qui est appelé le mécanisme compensateur. L'idée, c'est qu'on ne touche pas aux critères Dublin, mais on met en place un mécanisme extrêmement complexe selon lequel on va en permanence à l'instant T, calculer combien de demandeurs d'asile sont pris en charge par chacun des États membres. Et puis, on fixe un seuil, et quand on dépasse ce seuil, à partir de 150% d'une charge normale, on va reventiler, pardonnez-moi, je mets des guillemets partout sur ce vocabulaire, mais c'est celui qu'on emploie dans les textes, malheureusement, on va reventiler les demandeurs d'asile vers les autres États membres. Donc il y a l'idée, ici, une certaine solidarité. On veut essayer de décharger les États qui, au fond, les États principalement du Sud. On sait très bien que c'est la Grèce et l'Italie qui sont notamment visés. C'est un beau mécanisme. En fait, non. En réalité, quand on le regarde dans le détail, pas du tout. Mais on trouve ici l'idée d'une volonté d'une certaine justice dans la répartition. Chacun sait ici que les chances que ce mécanisme, un jour, entre en vigueur sont à peu près nulles. Les États de Visegrad, on le sait, ont refusé d'exécuter ou de mettre en œuvre la décision relocalisation. Donc les chances qu'un jour, on mette en place un mécanisme de ce type-là, je crois, sont tout à fait nulles. Il n'y a par ailleurs dans le système Dublin aucun mécanisme compensateur, limitateur de la charge, des déséquilibres générés. On en a parlé, oui, je ne sais plus, à un moment donné dans une des questions ce matin. Il y a dans le dispositif Dublin ce qu'on a appelé parfois, en simplifiant, les clauses de souveraineté ou les clauses discrétionnaires. Ce sont deux dispositions qui permettent, dans certaines circonstances, soit pour des raisons de vulnérabilité, dont on a parlé tout à l'heure, soit pour des raisons de souveraineté,
d'intérêt de l'État, ces deux clauses permettent à un État de déroger à l'application des critères Dublin. Autrement dit, on pourrait voir ici une tentative de réinjecter un peu de justice. Un État pourrait être amené à décharger un autre État qui est surchargé. Pardon de ce vocabulaire, je suis moi-même, il m'écorche les oreilles en le prononçant, la surcharge, la décharge. Bon, j'utilise le vocabulaire officiel malheureusement. Eh bien, ces clauses de souveraineté, en réalité, ne fonctionnent pas parce qu'elles sont facultatives et qu'aucun État, à aucun moment, ne va penser qu'il est dans son intérêt de prendre en charge le demandeur d'asile dès lors que le règlement Dublin ne le désigne pas comme État chargé de prendre en charge la responsabilité de ce demandeur d'asile. Et pire encore, la Commission propose de restreindre le champ d'application de ces clauses en considérant que seuls les motifs familiaux et seule l'hypothèse d'un risque de transfert qui engendrerait une violation massive et grave des droits fondamentaux de l'individu pourrait justifier le recours à une de ces clauses humanitaires ou clauses de souveraineté. Donc on va encore réduire ce qui était déjà une peau de chagrin. Et je terminerai pour ce mouvement en ajoutant que dans la proposition de réforme de la Commission, il est également envisagé, et ça va encore accentuer la distribution inégale, il est également envisagé de supprimer ce que l'on appelle les clauses de cessation de la responsabilité. Qu'est-ce que c'est? Si on regarde l'article 13.1 du règlement Dublin, il nous dit que la responsabilité d'un État, par exemple la Grèce, qui est désigné responsable en vertu du critère de franchissement irrégulier de la frontière, cette responsabilité, elle va cesser 12 mois après la fin du franchissement irrégulier de la frontière. Donc l'individu est resté, peut-être en situation irrégulière, peu importe, on n'a pas pu enclencher le mécanisme Dublin, 12 mois après, sa responsabilité cesse. Eh bien, même ça, on veut le supprimer. On me dit que le temps a passé, donc je vais passer à la deuxième idée, à la deuxième partie. Les effets centrifuges du règlement Dublin, du dispositif Dublin, viennent donc, j'espère que c'était à peu près compréhensible, de son caractère extrêmement formel, mais aussi de ce que l'on a fait de Dublin un système. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde la jurisprudence, on voit bien qu'il y a une sorte presque de fétichisme de la survie de Dublin. Pour simplifier, au peine de la caricature, on voit souvent dans la jurisprudence cette idée que Dublin, le mécanisme Dublin, c'est l'expression de la confiance mutuelle entre les États membres de l'Union européenne. Et de là, très souvent, il y a un passage, à mon avis non justifié, mais qui consiste à dire, dès lors que Dublin concrétise la confiance mutuelle entre les États, remettre en cause, déroger, suspendre Dublin, ça revient à déroger à suspendre la confiance mutuelle. Et la confiance mutuelle, le principe de confiance mutuelle, c'est ce qui tient tout l'espace de liberté, sécurité, justice. Et au nom de ce raisonnement, il n'est quasiment jamais admis que l'on puisse déroger, suspendre ou différer l'application du règlement Dublin. Et la conséquence, c'est que l'application du règlement Dublin, ça va, non seulement, je l'ai dit, les critères créent des effets centrifuges, mais on va observer un phénomène de cristallisation de ces effets et un phénomène d'amplification, et je voudrais prendre juste quelques exemples pour le montrer. Peut-être en le montrant d'ailleurs avec la jurisprudence. J'en ai parlé tout à l'heure de cette affaire Jaafari, que je trouve une affaire très intéressante, qui concernait ce que l'on a appelé la politique de laisser-passer. On est au cœur de la crise, fin 2015-2016. Et la Croatie et la Slovénie développent des pratiques qu'on a appelées les pratiques de laisser-passer. Autrement dit, tous ces demandeurs d'asile qui ont emprunté cette fameuse route des Balkans, donc qui remontent, et puis qui vont arriver depuis, dans l'affaire Jaafari, c'était, je ne sais plus par où, non, ils ne sont pas venus de Hongrie, depuis la Serbie, sont arrivés en Croatie et en Slovénie, et ces deux États ont pris en charge les demandeurs d'asile et quasiment par quart les ont aidés à transiter par leur territoire et à aller en Autriche. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on applique? Qu'est-ce qu'on applique? Quel est l'État compétent si on applique les critères Dublin? Est-ce que c'est l'Autriche, puisque c'est là que les demandeurs d'asile, ici les requérantes, les deux sœurs Jaafari ont demandé l'asile? Est-ce que c'est la Croatie, qui a laissé finalement entrer et même a aidé à la circulation sur son territoire de ces personnes?
Ou est-ce que c'est, comme le demandait d'ailleurs l'avocat général, la Grèce, puisque la première entrée irrégulière dans l'Union européenne était la Grèce? Et une des questions juridiques qui se posait, parce que la solution, la réponse, je vais vous la donner, la Cour a considéré que c'est la Croatie qui va être déclarée responsable. Pourtant, ça n'était juridiquement pas évident, parce que pour démontrer la responsabilité de la Croatie, il faut démontrer qu'il y a eu un franchissement irrégulier de la frontière. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a franchissement irrégulier de la frontière croate dès lors que la Croatie a ouvert sa frontière, a pris en charge les personnes, les a fait transiter et les a amenées dans un autre pays? Est-ce que juridiquement, on peut considérer qu'il y a franchissement irrégulier de la frontière? L'avocat général disait non. La Cour dit oui. Et elle dit oui pour une raison claire. Elle dit parce qu'il y a une règle. Dublin, c'est que chacun est en charge collectivement nous sommes responsables collectivement de la gestion de la frontière extérieure. Et ici, il y a eu faillite de la Croatie et de la Slovénie dans cette politique du laisser-passer. Et on n'invoquera pas, nous dit-elle, des motifs humanitaires, on n'invoquera pas la crise, il faut tenir le système Dublin, et il repose sur une surveillance collective des frontières. Deuxième exemple, cette affaire si connue qu'est l'affaire NS, qui a permis à la Cour de dire que dans l'hypothèse où un transfert d'un demandeur d'asile d'un État dans lesquels il se trouve, vers l'État qui est compétent au titre des critères Dublin, la Cour a dit il y a un cas dans lequel on ne doit pas transférer. C'est l'hypothèse dans laquelle, dans l'état de renvoi, dans l'état de prise en charge, la situation est telle qu'il y a une défaillance systémique du dispositif d'asile et qui entraîne un risque grave de violation des droits fondamentaux qui équivaudra à une violation de l'article 3 de la Convention européenne ou 4 de la Charte des droits fondamentaux. Alors on a pu se réjouir que la Cour dise ça, mais en réalité, ce que la Cour dit en creux, pas en creux d'ailleurs elle le dit, c'est qu'il n'y a que dans cette hypothèse que l'on peut décider de suspendre un transfert. Et elle dit précisément, toutes les autres violations des droits fondamentaux que la personne transférée encourrait, toutes les violations, et elle utilise le terme mineures des droits fondamentaux, ne sauraient justifier la suspension du transfert parce qu'il y va de la célérité du mécanisme d'identification et de distribution de la responsabilité selon le système Dublin et qu'il y va de l'intégrité du système Dublin et du mécanisme de confiance mutuelle. Donc, on le voit, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace pour transformer le système Dublin. Et donc, il y a bien cristallisation des effets. Les effets centrifuges sont créés par les mécanismes, par les critères d'attribution, mais tout le système Dublin consiste à les figer, il n'y a pas de possibilité d'y déroger. De la même manière, les individus ne peuvent pas échapper aux critères, ils ne peuvent pas demander une application d'un autre critère, je n'ai pas le temps, mais je pourrais éventuellement, on pourrait citer une affaire Abdoulaye qui va tout à fait dans le même sens, et par laquelle la Cour dit que l'individu n'a pas de droit à contester l'application hiérarchique des critères dès lors qu'un État membre a accepté de se déclarer responsable. Et puis la dernière chose, et je vais en finir par là, c'est l'amplification des effets centrifuges. Je voudrais le montrer très simplement et très vite. Maintenant, imaginons un État qui, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, accueille un très grand nombre de demandeurs d'asile. Donc prenons la Grèce ou l'Italie, prenons l'Italie. Le système Dublin a été conçu, l'avocat général Scharfen le dit très bien dans l'affaire Jaafari, il a été conçu pour les temps paisibles, mais pas pour les temps de crise. Et qu'est-ce que ça change? Vous pourriez me dire, évidemment, mécaniquement, s'il y a plus de personnes qui arrivent, il y a multiplication du nombre de personnes que l'État déjà surchargé va devoir prendre en charge. Oui, mais ce n'est pas tout. Il y a dans le dispositif Dublin des mécanismes qui, à mon avis, amplifient l'effet de surcharge. Et je vous prends juste un exemple. Prenons l'hypothèse de l'Italie, qui a déjà dû accueillir beaucoup de demandeurs d'asile, et dont on le sait, la conséquence, c'est que le mécanisme, le dispositif du traitement de l'asile est débordé. Débordé, ça veut dire pas assez de personnes, pas assez de temps, du retard dans les procédures. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change que les délais Dublin vont jouer contre cet État. Un exemple. Admettons qu'un demandeur d'asile soit passé par l'Italie. Et puis, il va se retrouver, par exemple, en France, qui va demander, en application des critères Dublin, à l'Italie de reprendre en charge le demandeur d'asile. L'Italie peut discuter, peut contester sa compétence. Et s'il arrive à démontrer qu'il n'est pas compétent,
il va pouvoir échapper à la responsabilité. Mais pour ça, il faut du temps. Un système surchargé signifie que l'État ne pourra pas discuter la compétence et automatiquement sera désigné compétent. Et à l'inverse, imaginons que l'Italie veuille démontrer qu'un demandeur d'asile qui est encore sur son territoire doit en réalité voir sa demande d'asile traitée par un autre État membre. Là encore, il faut du temps. Et les délais de demande d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre État membre sont extrêmement courts. Selon les cas, je ne rentre pas dans les détails, c'est 2 mois ou 3 mois. Un système débordé ne parviendra pas en 2 ou 3 mois à organiser la demande. La conséquence, c'est que si on ne fait pas la demande de prise ou de reprise en charge, ça veut dire qu'on a accepté la responsabilité. Donc il y en a d'autres, je pourrais prendre d'autres mécanismes. Il y a parsemé dans le système Dublin, des mécanismes de procédure qui organisent le transfert des délais, qui vont, à mon avis, contribuer non seulement à cristalliser, mais à amplifier ces effets dès lors que l'État qui est déclaré responsable est un État qui a déjà accueilli un très grand nombre de demandeurs d'asile. Donc j'en termine par là. Au fond, ce que j'ai simplement essayé de montrer, c'est que on a un mécanisme, il y a quelque chose d'un peu paradoxal. Le mécanisme Dublin n'a pas été conçu pour être un dispositif d'externalisation. Il est devenu un dispositif d'externalisation. Il est devenu parce qu'il est structurellement défaillant, il repose, il y a un déficit, il y a un défaut architectural qui fait qu'à mon avis, on pourra tout changer. De toute façon, tant qu'on n'a pas touché aux critères Dublin, de toute façon, le mécanisme Dublin va produire encore et encore ces effets centrifuges. Alors il reste, et là ce sera peut-être la transition avec Claudia, que la dernière raison pour laquelle j'aurais pu contester le sujet qu'on m'a proposé, c'est que, bien sûr, je crois que c'est un mécanisme d'externalisation intra-européen, mais c'est aussi un mécanisme d'externalisation extra-européen, parce qu'il y a aussi dans le système Dublin ce qu'on appelle la procédure pré-Dublin, c'est-à-dire que l'État qui va devoir déterminer lequel des États membres est compétent pour traiter la demande d'asile, va devoir au préalable, surtout si on lit la proposition de réforme de la Commission de 2016, va devoir obligatoirement vérifier si on ne peut pas trouver un État tiers sûr qui, à ce moment-là, sera chargé d'examiner la demande d'asile. Donc on voit bien que Dublin, et c'est très net sur le système de l'accord UE-Turquie, il y a un lien ici, on voit bien que Dublin est aussi transformé aujourd'hui en un mécanisme d'externalisation. Et c'est ma dernière phrase, la Commission le dit dans sa proposition de réforme, elle dit que, je la cite, le modèle d'avenir, ça c'est ma formulation, est l'externalisation, je cite maintenant la Commission, les principes de protection dans la région de départ et de réinstallation dans l'Union à partir de là devraient devenir le modèle d'avenir et servent au mieux les intérêts et la sécurité des réfugiés. Je vous laisse commenter la formule.